Alors, bonjour tout le monde. Au nom de mes deux collègues, je vous redis tout le plaisir et tout le défi que représente pour nous le commentaire, surtout en présence de l'auteur et des impétrants. Mais la tâche nous est facilitée au moins pour une chose, c'est que nous sommes déjà, avec l'ouvrage, dans une innovation sociale. Effectivement, un ouvrage de cette nature, on ne peut pas l'imaginer comme portant sur la Banque royale. Le coup d'œil absolument inédit que ça nous donne sur la naissance, le fonctionnement et la dynamique d'une institution financière, c'est rarissime que nous pouvons les fréquenter, ces aspects-là de l'organisation, de façon aussi proche. Alors, évidemment, c'est aussi, en ce sens-là, un ouvrage fondateur. Et les commentaires que nous allons y apporter portent moins sur les insuffisances ou les lacunes qu'on aurait pu y trouver que sur les pistes qu'il a ouvertes et pointées et qu'il appartiendra à d'autres, et peut-être à nous, d'explorer plus attentivement. Nos commentaires, donc, n'épuiseront pas le sujet, loin de là. Ils ne visent pas à le faire. Nous nous sommes, grosso modo, partagé le travail en espérant ne pas trop empiéter sur le domaine des uns des autres, mais en ayant tous les trois le défi de trouver les bons filons dans un ouvrage qui est extrêmement riche, touffu, dense et rigoureusement conduit. Cette minutie avec laquelle l'analyse est produite a quelque chose de presque déroutant, tellement la description est fine, tellement elle est riche, et évidemment aussi tellement elle va mettre à l'épreuve la capacité de synthèse des lecteurs. J'ai personnellement eu ma dose de ratio pour la prochaine année. Il y a dans ce travail, effectivement, une volonté de tout saisir. Et évidemment, cette volonté de tout saisir passe inévitablement par un certain nombre de sous-entendus, par une référence implicite à un certain nombre de concepts et d'étapes de démonstration. On m'a demandé de prendre la chose par le gros bout. Je vais donc essayer de saisir ce qui, dans cette innovation, est innovant. L'ouvrage met beaucoup l'accent sur les conditions d'émergence de fonds d'action à titre d'organisation de travailleurs et d'organisation vouée à redonner un autre sens, non seulement à l'argent, mais au travail. Et à cet égard, ce qui est intéressant dans la naissance et dans la façon dont elle est relatée dans l'ouvrage, c'est précisément ce que ce processus long et très laborieux de création et d'émergence de la CSN, donc d'émergence de fonds d'action à la CSN, pointe, c'est fondamentalement une transformation majeure qui s'est produite au même moment dans la société québécoise, dont Juan a donné un aperçu, c'est-à-dire la conversion économique des mouvements sociaux, et on pourrait dire aussi la reconsidération du modèle d'analyse de l'action syndicale dans le développement du capitalisme. Benoît ne va pas dans ces eaux-là, mais il montre bien que son ouvrage est capable de naviguer là-dessus. Et c'est peut-être ce qu'on peut découvrir dans toute l'analyse de ces conditions d'émergence-là, c'est que le Fonds d'action ne naît pas seulement d'un regard critique sur le Fonds de solidarité, ne naît pas seulement sur les inspirations que les premières expériences du Fonds de solidarité pouvaient faire naître. Il naît également d'un débat très vif à l'intérieur de la CSN sur lequel on n'a pas suffisamment insisté dans l'ouvrage parce qu'on voulait surtout comprendre la nature conceptuelle du résultat. Mais il faut bien voir que l'émergence de fonds d'action, c'est le produit d'un long et très dur débat sur le rôle de l'État
et sur l'action syndicale dans un syndicalisme, dans un capitalisme en transformation rapide. Alors, à cet égard, la montée en puissance du néolibéralisme a également servi de carburant au débat à l'intérieur de la CSN et a joué un rôle déterminant dans la formulation de ce que Benoît a appelé les conditions spécifiques et les objectifs spécifiques de Fonds d'action, qui sont en fait non seulement des propriétés de sa mission, mais qui sont aussi l'expression de la façon dont il va s'inscrire comme institution dans la dynamique économique qui se met en place au moment où il se déploie. Ce moment-là, c'est le moment où le Québec est dans un débat très vif sur le rôle de l'État. On a déjà depuis plusieurs années le débat sur la réingénierie de l'État, et autant ceux qui s'y opposent que ceux qui en font la promotion finissent par s'entendre, malgré eux. Un mouvement social crée toujours autant de contradictions qu'il en résout, s'entendent malgré eux sur, au fond, ce qui s'impose comme un nouveau rôle, l'État accompagnateur. Ce qui, par définition, accorde soit une priorité au marché, soit encore une priorité à la société civile et au mouvement qu'elle est capable d'engendrer et de porter. Alors, de ce point de vue-là, Fonds d'action s'inscrit comme innovation, lui-même dans un espace d'innovation plus large, et il participe avec le Fonds de solidarité à cette propulsion du mouvement social large dans l'univers du travail et dans l'univers de la finance par cette combinaison, effectivement, de l'épargne retraite et de l'investissement en capital de risque ou en capital de développement. Ces visées socio-économiques qui, tout à coup, prennent forme et discours et moyens dans ces deux institutions-là vont entraîner toute une série de conséquences sur le mouvement syndical lui-même. Et de ce point de vue-là, le temps de maturation pour Fonds d'action, c'est également le temps de maturation pour la CSN qui redéploie durant ces mêmes années sa conception de l'action syndicale dans un État en redéfinition et dans une économie en redéfinition. Alors, si l'ouvrage porte autant d'attention aux innovations organisationnelles, c'est bien sûr parce que c'est son carburant de base, cette façon qu'il a eu de déployer des stratégies pour lever le capital, pour collecter l'épargne et pour, d'autre part, la faire servir, cette épargne, à des fins de construction de ce que, très rapidement, on va appeler, et là-dessus, le temps de maturation à la CSN a beaucoup contribué à répandre et le concept et ses usages, on va appeler de plus en plus l'économie plurielle. L'économie plurielle, c'est pas simplement une façon de dire on va s'accommoder du capitalisme, c'est de recomposer les rapports institutionnels dans le marché et dans l'État. Alors, l'ouvrage va périodiser le développement en prenant appui essentiellement sur ces grandes transformations organisationnelles-là. Il nous montre de façon très convaincante l'extraordinaire créativité des acteurs, mais en même temps, comme il est très concentré sur cette créativité-là, il sous-estime peut-être les transformations externes qui vont déterminer une partie de ces conditions d'inscription. C'est vrai, Fonds d'action va beaucoup contribuer à la structuration de l'univers financier et jouer un rôle déterminant dans la construction d'un système de finances responsables et solidaires, mais en même temps, cette contribution-là, qu'on pourrait dire sectorielle, participe de quelque chose de plus large que l'ouvrage nous laisse voir, sans l'explorer vraiment, dans la formulation de cette hypothèse qu'il constituerait le
ferment, sinon le fer de lance, du modèle québécois 3.0, pourrait-on dire, c'est-à-dire de ce modèle québécois redéployé autour de la transition écologique de l'économie et autour des nouvelles façons de concilier l'intérêt général et la préservation et le renouvellement des conditions environnementales nécessaires à la vie. Ce cadrage-là, il est formulé dès le départ et pas suffisamment, si on peut dire, sur le plan programmatique, élaboré comme hypothèse de travail. Les éléments de créativité et le rôle majeur que joue Fonds d'Action dans une redéfinition élargie et enrichie de la finance responsable et solidaire, le rôle qu'il va jouer et sur lequel Martine reviendra dans la formulation des outils qui vont donner sa forme et ses caractéristiques à la finance responsable, pour intéressant et déterminant qu'ils soient, sont loin d'épuiser le sujet. Au fond, Fonds d'Action est à l'intérieur d'une dynamique partenariale qui va l'amener, et la fin de l'ouvrage le laisse bien voir, l'amener à ressaisir, à peine 20 ans après sa fondation, le cadre même de la dynamique dans laquelle il s'insère, parce que, en pointant que le développement durable n'est pas seulement un hochet, mais bien le cœur de sa mission, il ne fait pas seulement que souscrire, on pourrait dire méchamment, à l'ère du temps. Ce que fait Fonds d'Action, c'est qu'il prend fait et cause pour une dynamique qui le dépasse et dans laquelle il va jouer un rôle de catalyseur. Si on peut dire du modèle québécois, première manière, que c'était un modèle qui reposait sur l'État entrepreneur, le modèle québécois, deuxième manière, était celui de l'État accompagnateur. Ce qui est en train de se dessiner et ce que, par son action, Fonds d'Action est en train de mettre en jeu, c'est que s'il y a un troisième modèle à naître, ce sera celui de l'État fiduciaire, celui de l'État qui devra agir comme le fiduciaire des conditions de construction du bien commun, et ces conditions-là passent inévitablement par une vision renouvelée de la préservation des ressources et du maintien en l'état du patrimoine nature. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est ce qui se dégage derrière une initiative comme le Fonds bois. Okay? Le Fonds bois, c'est pas simplement de trouver de l'argent pour investir, pour élargir l'espace entrepreneurial des opérateurs de scierie. Le Fonds bois, ça interpelle l'État du Québec sur le statut de cette ressource dans l'économie et sur la manière de l'encastrer dans le fonctionnement de la société, autant dans la réglementation de l'exploitation en forêt que dans les paramètres pour le bâti et les divers usages. Et s'il y a cet espace qui s'ouvre dans l'action de Fonds d'Action, ce n'est pas sans provoquer un effet en retour. Et cet effet en retour, c'est celui de l'amener à reconsidérer sa base de recrutement et ses modes de souscription de l'épargne. C'est une chose qui est très frappante dans les résultats qui sont décrits. C'est un paradoxe. Il n'y a pas suffisamment, déplore-t-on, de membres de la CSN qui sont cotisants à Fonds d'Action. Il y a un retard entre l'institution CSN et son membership, eu égard à l'engagement de la centrale dans le développement de Fonds d'Action. Ce n'est pas un hasard et il faut se garder de toute lecture moralisatrice à cet égard. Ce que ce retard-là indique, c'est le défi qui se dresse à la CSN pour socialiser ses membres à ses choix institutionnels. Il faut que ça se rende
jusqu'aux membres cette façon de reconsidérer l'économie et d'y retrouver d'autres éléments pour penser le travail. Le développement durable va inévitablement se traduire, et il est déjà en procès, le procès du productivisme. Et ça, pour les travailleurs, c'est un enjeu majeur pour donner du sens à leur travail. Et à cet égard, cet écart entre le taux de participation des membres et la centrale elle-même, c'est le défi de formation de la CSN, qui va avoir évidemment une incidence directe sur les résultats de Fonds d'Action, on devine bien, mais qui pose aussi pour Fonds d'Action quelque chose de fondamental qui n'est pas nécessairement repris dans sa mission organisationnelle, mais qui va finir par le rejoindre, j'en suis persuadé, c'est la chose suivante. C'est que, au fur et à mesure que prend de la place la vocation du développement durable dans les stratégies et dans les représentations de fonds d'action, il est inévitablement appelé non seulement à s'autonomiser par rapport à la centrale, ce qui est dans le mouvement naturel des choses, mais il est nécessairement entraîné à se déployer dans un autre bassin de recrutement. Et cet autre bassin de recrutement, il se définit pas seulement par le travail, mais par la place qu'on reconnaît au travail dans la production. Et ça, c'est une avenue extrêmement porteuse pour la suite des choses, dans la mesure où le défi d'élargissement de la base de recrutement et de collecte de l'épargne ne repose pas seulement, et ça là-dessus, l'ouvrage est peut-être moins convaincant, ne repose pas seulement sur les transformations du statut des travailleurs, plus de travailleurs autonomes, d'emplois précaires, etc., qui rendent plus compliquée la collecte de l'épargne, mais repose sur le fait qu'il y a dans la transformation de l'économie du Québec et dans le rapport qu'on a avec elle, cette économie-là, quelque chose d'autre qui est en train de prendre forme, c'est-à-dire une façon d'encastrer l'économie dans l'environnement. Et la conséquence que ça pourrait avoir et qu'on peut deviner au travers l'évolution des défis de recrutement, c'est qu'il va falloir que Fonds d'Action passe à une nouvelle génération d'innovation eu égard à la souscription, eu égard à sa capacité de se collecter sur des bassins nouveaux de capitaux d'épargne. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas seulement différentes formes d'adhésion qui vont devoir survivre, mais c'est différents instruments de mise en relation entre les citoyens et les acteurs économiques qui adhèrent aux défis du développement durable et Fonds d'Action lui-même comme instrument pour le réaliser. Et là, ça pose des défis extrêmement intéressants parce qu'on peut se demander, est-ce que, par exemple, le prochain défi d'innovation ne sera-t-il pas d'aller chercher dans la mouvance des organisations autant économiques que de défense, de droits environnementaux, un bassin de contributeurs. On pourrait penser, par exemple, que des formules inédites de souscription pourraient être développées avec les membres de Québec Nature ou d'Équiterre ou de je ne sais trop quel autre bassin d'artisans, d'acteurs et de promoteurs du développement durable qui vont être amenés par l'action de Fonds d'Action à faire le saut, c'est-à-dire à devenir, dans le mouvement écologique, des acteurs économiques, ce qui actuellement n'est pas réalisé. C'est même le contraire. Dans le débat sur le productivisme, les groupes écologiques ont beaucoup de difficultés à promouvoir des actions positives, c'est-à-dire des actions qui vont s'incarner comme alternative au productivisme. Alors, de ce point de vue-là, on pourrait penser que les défis qui s'annoncent sont au cœur des interpellations nouvelles que le choix de
prendre le développement durable comme avenue de développement pose à l'ensemble de la société et ça va interpeller donc autant les mouvements sociaux portés par le développement durable que l'État dans lequel il va falloir effectivement faire percoler des préoccupations sur les enjeux de fiducie quant à la préservation des ressources et quant à l'élargissement des conditions pour les générations futures. Le développement économique tel que va inévitablement, je crois, le porter Fonds d'Action, va nécessairement devenir un ferment de redéploiement. Et l'hypothèse est juste, je crois, d'un modèle 3.0, mais qu'on devine plus qu'on ne voit pointer dans la démonstration. Finalement, je pense que le travail et la liaison de Fonds d'Action avec le monde du travail et de la production dépassent très largement les bases actuelles de ces réalisations, même s'il est tout entier compris dans son énoncé de mission, parce que le développement durable, c'est un énorme défi de société et Fonds d'Action reste, à cet égard, tout à fait fidèle à sa tradition, même si c'est antinomique, à sa tradition d'innovation, dans la mesure où il y a très, très peu d'équivalents dans le monde d'organisations qui sont dans ce défi avec le même niveau d'appui, autant institutionnel que populaire. Voilà. Merci beaucoup.